بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours pour un petit rappel sur les notions de base du traitement du signal. Comme toujours, on commence par l'introduction et fait de la partie introduction, on va commencer par définir qu'est-ce qu'un signal. On peut définir tout simplement un signal comme étant la représentation physique de l'information qu'il convoie de sa source à sa destination. C'est une expression d'un phénomène qui peut être mesurable par un appareil de mesure, bien que la plupart des signaux soient des grandeurs électriques, généralement sous forme de courant, tension, champ, etc. Vous avez que la théorie du signal reste valable, quelle que soit la nature physique du signal. Quel est l'objectif fondamental de la théorie du signal? C'est bien sûr tout simplement la description mathématique des signaux. Elle fournit les moyens de mettre en évidence sous forme mathématique commode les principales caractéristiques d'un signal. Sachant que vous avez la distribution spectrale de son énergie, la distribution statistique de l'amplitude par exemple, elle trouve son application dans tous les domaines concernés par la perception, la transmission ou bien l'exploitation de ces informations. Voici un exemple de signaux, soit un signal numérique qui peut être sous la forme de suite binaire des 0 et 1, converti ensuite d'impulsion 0 ou bien grand A en volts. Nous avons aussi le signal électrique, donc pour la mesure de la tension ou bien de l'intensité en utilisant un oscilloscope ou bien un voltmètre. Vous avez le signal électro glottographique, le GG, pardon, c'est pour la mesure de la fermeture et ouverture des cordes vocales. Sachant que les premières applications du traitement des signaux étaient dédiées à l'extraction d'un signal dans un milieu bruité, pour ce faire, il est nécessaire d'avoir des connaissances a priori sur le signal à mesurer et sur la nature du bruit. On définit deux classes principales de signaux. Nous avons le signal déterministe, donc il s'agit d'un signal dont on peut représenter l'évolution grâce à une fonction mathématique. On peut citer le signal sinusoïdal, rampe, échelon, impulsion ou bien direct. Nous avons aussi que le signal déterministe peut être périodique ou bien non périodique. Pour le signal aléatoire, c'est un signal dont on ne peut deviner l'évolution, donc néanmoins tout signal aléatoire peut être caractérisé mathématiquement, mais aucune fonction mathématique ne permet de prédire l'évolution du signal à l'instant donné. Donc, ce signal aléatoire peut être stationnaire ou bien non stationnaire. On va parler maintenant des signaux déterministes. Donc, ce sont les signaux dont l'évolution en fonction du temps est prévisible, soit par un modèle mathématique approprié, par exemple des signaux de test, d'étalonnage, etc., sachant que le signal temporel est déterminé s'il est défini par une équation mathématique. Ainsi, la connaissance de cette fonction permet de prédire la valeur du signal à tout moment. Il s'agit d'un signal certain, prévisible. Donc, parmi les signaux déterministes les plus connus, on peut citer les signaux périodiques, tels que vous avez le sinus à la fréquence fp, par exemple, sous la forme de V sinus 2pi fpt, de période tp égale à 1 sur la fréquence fp. Nous avons aussi le triangle, tri de t est égal à V0 moins V de t moins T0, périodicité, tous les périodes t. Un signal carré, donc règle de t est égal à Vm sur une demi-période, Tp Vm sur l'autre demi de période.
On va définir maintenant donc le signal déterministe représenté par sa fonction f et les périodiques de période Tp. Si bien sûr nous avons signal f de t, mais la forme f de t plus la période Tp. Quelles sont ses propriétés? Donc tout signal périodique de période Tp présente une fréquence fondamentale à la fréquence fp égale à 1 sur la période Tp. Nous avons toujours par convention, on va représenter Dirac de t moins T1 par une flèche d'unité 1. Elle va correspondre à l'aire du Dirac comme représentée sur les tableaux des fonctions, bien sûr. Maintenant, on va faire un petit rappel sur les moyennes et les puissances d'un signal déterministe ou bien périodique. Nous avons par définition un signal déterministe, un signal connu, c'est-à-dire on connaît la fonction. Si vous avez eu la fonction du signal déterministe, dans ce cas, u de t, ça sera 1 plus sinus de pi f0t. On va définir la moyenne par l'intégrale de la fonction sur une période. Donc, dans ce cas, la moyenne égale à 1 sur la période, l'intégrale sur une période grand T du signal u de t dt. Maintenant, nous avons par définition un signal déterministe, un signal connu, c'est-à-dire on connaît la fonction. Par exemple, vous avez u fonction d'un signal déterministe, dans ce cas u de t, par exemple, la forme 1 plus sinus de pi f0t. On va définir la moyenne par l'intégrale de la fonction sur une période, donc d'où la nécessité d'un signal périodique. Donc, m, ça sera 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de u de t dt. On va passer maintenant à la puissance p ou bien la valeur efficace, s efficace, donc par l'intégrale de la fonction au carré. Nous avons s efficace au carré est égal à p est égal à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de u carré dt. Maintenant, on va parler du cas général pour la puissance et l'énergie d'un signal déterministe, mais cette fois-ci qui est non nécessairement périodique. Si vous avez un signal quelconque U traversant une résistance, et on va appliquer la loi d'Ohm, on va mesurer le courant I par la formule suivante. Donc, c'est la tension divisée par la résistance. Sachant que la puissance, elle est exprimée en watts, elle va correspondre à l'énergie fournie en joules à la résistance sur une durée d'une seconde. Nous avons un watt, c'est l'équivalent d'un joule par seconde. Et nous avons une remarque que 1 watt-heure égale à 1 watt pendant une heure, donc 3600 joules. Pour l'énergie instantanée, donc ça sera le produit du courant et de la tension. Donc E de T, ça sera la tension U de T par le courant I de T. Dans le cas de la résistance, l'énergie instantanée, ça sera E de T égale la tension U de T élevée au carré par la résistance, divisée par la résistance. En traitement du signal quand aucune information n'est donnée sur R, la valeur de la résistance bien sûr, on va normaliser la résistance à 1 ohm. Donc l'énergie instantanée s'écrit E de T égale U carré de T. En général, on calcule l'énergie sur un laps de temps delta T qui est égal à T2 moins T1 par la formule de l'énergie. Donc l'énergie, ça sera un calcul d'intégrale de T1, T2 de U carré de T dt. Voici la formule utilisée pour le calcul de puissance moyenne, donc P égale à 1 sur delta T, un intégral T1, T2 de U carré dt. Maintenant, pour l'énergie totale, donc l'énergie égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de U carré dt. Si on va parler de la puissance moyenne totale, nous avons P égale la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, un intégral entre moins T sur 2 et T sur 2 de U carré de T dt. Maintenant, si on va parler d'un signal périodique, le cas d'un signal périodique, on va trouver P égale la limite de 1 sur grand T
quand t tend vers l'infini à l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de u carré dt. Donc, pour la puissance, donc, ça sera 1 sur la période, l'intégrale de 0 à t de u carré dt. Maintenant, on va passer aux signaux aléatoires. Donc, les signaux aléatoires, ce sont des signaux qui ont un caractère non reproductible et imprévisible. Par exemple, les signaux issus de capteurs, de détecteurs ont encore la parole. Donc, un petit rappel qu'un signal est dit aléatoire si la connaissance du signal à l'instant t ne permet pas de préjuger de la valeur à l'instant t plus delta t. Bien qu'aléatoire, le signal est modélisé par ses caractéristiques statistiques. Le cas du signal aléatoire, donc, il peut être stationnaire ou bien non stationnaire. Quand il est stationnaire, si ses caractéristiques aléatoires ne sont pas modifiées au cours du temps. On va illustrer ça par des exemples concrets. On va commencer par l'exemple de lancer de dés. Lorsqu'on lance un dé 6 faces, nous avons 1 sur 6 d'obtenir un 6. Donc, la probabilité, c'est 1 sur 6 pour chaque expérience. On parle de probabilité uniforme P. Donc, si vous avez M, les différentes valeurs du dé, donc M prend pour valeur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si on va calculer la moyenne des lancers obtenus, on va sommer chaque valeur de dé et diviser le tout par le nombre de lancers. En moyenne, on obtient M, ça sera 1 sur grand N. La somme pour K varie من أحد grand N de MK par PK. Donc, la somme signifie, le signe هذاك signifie somme. Et grand N, c'est le nombre de lancers. MK, c'est le résultat. PK égale 1 sur 6, la probabilité. On va prendre comme titre, deuxième exemple, le bruit de mesure, un bruit gaussien. Maintenant, on va faire un petit rappel sur la transformée de Fourier. La grande question, bien sûr, est-ce qu'on va travailler avec le temps ou bien la fréquence? Bien sûr, selon ce qu'on veut faire, on travaille indifféremment dans l'un ou dans l'autre espace. Pour l'espace temporel, on fait passer au espace fréquentiel à travers Fourier. De l'espace fréquentiel, on fait passage à l'espace temporel à travers la transformée de Fourier inverse. Donc, ce sont deux représentations d'un même signal. Sachant qu'un certain nombre d'outils sont disponibles pour changer d'espace. Vous avez la série de Fourier, la transformée de Fourier, la transformée de Fourier à fenêtre, la transformée en ondelette, etc. Quels sont les domaines d'application du signal? Donc, on trouve le signal dans le domaine de communication, aéronautique, astronautique, acoustique, contrôle de process chimiques, ingénierie biomédicale, traitement de la parole, économie, météorologie. Donc, c'est bien sûr tout type ou la sorte d'information représentée sous forme de signal. Donc, on peut définir le signal comme étant une fonction d'une ou plusieurs variables indépendantes. Par exemple, f en fonction de x, y et z. Donc, elle représente et contient les informations sur un phénomène physique. Quels sont les types de signaux? On peut avoir soit des signaux continus, donc f de t, sachant que t appartient à R, ou bien des signaux discrets. Dans ce cas, on aura f de n et n appartient à z. Pour les dimensions du signal, on peut avoir un signal monodimensionnel, ou bien bidimensionnel, ou bien trois-dimensionnel, etc. Pour les mesures, donc, on va utiliser des capteurs statistiques, etc. Et pour le développement des capteurs, soit côté microphone,
céramique piézoélectrique, des antennes, des capteurs CCD, de pression, etc. Donc, à la sortie du capteur, on aura notre signal continu. Si on va parler de l'acquisition numérique, donc la sortie du capteur, c'est un signal continu. Et on va passer par l'échantillonnage pour arriver à un signal discret. Pourquoi? Donc, soit pour le stockage, ou bien le traitement numérique par ordinateur, ou bien pour les pertes d'informations, ou bien ce sont des importances des techniques numériques. Voici des exemples de signaux. Vous avez dans la première figure, un signal de parole. Dans la deuxième, aussi un signal de parole. Quel est le but du traitement du signal, soit pour la modélisation, c'est-à-dire la représentation d'un phénomène par caractérisation et prédiction, analyse, extraction d'informations pour des mesures, compression, détection, reconnaissance, etc., filtrage, restauration, transformation du signal, minimisation du bruit, suppression de parasites, etc. Quelle est la notion de système de traitement? Donc, vous avez un signal un peu déformé qui passe à travers un système de traitement pour améliorer la qualité du signal. Maintenant, pour la notion de domaine de représentation, on peut utiliser la transformée de Fourier, des modèles autorégressifs, transformée de Laplace, transformée de Wiener, transformée en ondelette, la transformée cosinus, etc. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va voir les signaux de base et des opérations élémentaires sur les signaux. Merci pour votre attention et à la prochaine.